Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Et aujourd'hui, changement de décor. Et puis en plus, on a un invité. Vous connaissez déjà François. Il est déjà intervenu sur la chaîne. On a aussi, je le rappelle, une chaîne dédiée qui s'appelle Balado 3.0, donc un podcast où là vous avez même le troisième frérot qui se joint, donc trois frères dans la trentaine qui parlent du Web3. Et comme François, c'est un expert en crypto-monnaie. En fait, c'est même lui qui m'a mis à la crypto. Aujourd'hui, je l'ai invité pour cet épisode spécial puisqu'on va parler du Bitcoin, vous vous en doutez, qui a atteint le niveau historique des 100 000 dollars. Donc on vous a concocté un petit épisode spécial aujourd'hui. Alors comment ça Ah, va c'est toi, François? c'est toi qui as fait le travail. Hein. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'arrive, je suis à l'improviste. Eh ben écoute, on va en jaser tout simplement. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent d'habitude. On va pas trop regarder les charts, on regardera ça la semaine prochaine. J'espère que le son sera bon. Je teste un nouveau micro et puis changement de décor comme je vous disais, puisque pendant plusieurs semaines, je suis en voyage à Lyon. Mais comme je vous ai promis, je vais faire une vidéo chaque semaine parce qu'il s'en passe des choses sur ce marché. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, vous l'avez vu, Bitcoin a atteint finalement le chiffre historique des 100 000 dollars. Alors on en avait parlé longtemps, on l'a attendu, hein, on est passé très très proche la semaine dernière, il y a 2 semaines, on est passé très très Hmm. proche, je pense à presque 50 dollars près, on y était. 550 $ près, on n'était pas loin. Ouais, et ça a été mercredi du coup, mercredi dernier qu'on a atteint officiellement et on a passé complètement les 100 000 dollars. Alors aujourd'hui on enregistre, on est le lundi 9 décembre. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Et puis je voulais te proposer, François, de faire une espèce de rétrospective, de revenir un petit peu sur d'où Bitcoin est parti. Donc ça sera peut-être un épisode ou pour des gens qui investissent dans Bitcoin depuis déjà un certain temps, mais qui se sont pas nécessairement plus intéressés que ça à l'histoire de Bitcoin, ou pour ceux qui nous découvrent, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit qu'avec le bull run, il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur les chaînes YouTube. Donc bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la première fois. Donc sur Crypto Hebdo, on parle de trading, de finance, de crypto-monnaie, bien évidemment. Et voilà, donc je fais une vidéo par semaine pour analyser avec vous les marchés, vous partager mon parcours tout simplement d'investissement. Et puis François est aussi un investisseur. Alors beaucoup dans la crypto en ce moment, forcément parce que c'est là que ça se passe, mais Ouais, aussi sur le ouais, marché totalement. immobilier. Donc si vous êtes intéressé aussi par d'autres thématiques, parce que c'est vrai que ma chaîne est très axée trading, donc si vous voulez voir d'autres choses, je vous invite à suivre François sur les réseaux sociaux, donc je mettrai les liens en description, il est présent sur Twitter, il est présent sur YouTube aussi, alors tu as une ancienne chaîne que tu n'as pas mis à jour Ouais, dernièrement, mais je sais que c'est quand même depuis un moment. un projet éventuellement dans les Ouais, tuyaux, tout à et puis fait. sinon notre chaîne Tout à dédiée fait. avec Christian également, qui se joint à nous pour Ce que j'allais parler dire, donc ouais. de finance. Balado 3.0. Voilà, ça fait le tour. Donc si vous êtes un nouvel arrivant, bienvenue à vous. Merci d'être passé par là. Je vous laisse mettre un like sous la vidéo. Vous pouvez attendre le fin de la vidéo pour voir si le contenu vous plaît. Et pensez à vous abonner aussi si vous voulez manquer aucune vidéo. Alors on va plonger là dans le sujet. T'es prêt François? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu nous as concocté? Ouais, je suis chaud. Eh ben écoute, j'ai fait des petites Hâte. recherches avant pour me mettre moi-même à jour par rapport à tout ça. Et donc je vous propose on va dire une rétrospective de Bitcoin, l'odyssée du Bitcoin, de l'ombre à la lumière. Et puis je voulais partir des racines de Bitcoin, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant Bitcoin? Parce que Bitcoin c'est pas un projet qui est Hmm. sorti de nulle part. Un peu, Non, on va revenir là-dessus. non, Mais il y a eu, beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ouais, beaucoup de gens se trompent c'est là-dessus. Ils ça, il y a pensent que eu, c'est il y a la eu première d'autres crypto-monnaie, tentatives avant alors Bitcoin, on que n'en pas du parle tout. presque pas, parce qu'en fait, quand il y a une idée qui Ouais, fonctionne, souvent, on va oublier ce qui s'est passé avant. C'est comme Uber, c'est comme Airbnb. Il y a eu d'autres projets tout à fait. entrepreneuriaux avant qui étaient les mêmes idées, mais qui ont été moins bien amenés, on va dire, moins bien adoptés. Donc forcément, ça fait partie de l'histoire, mais on oublie. Et donc Bitcoin, c'est la même chose. Alors il y a eu, j'ai noté 3 tentatives qui ont été quand même importantes et qui ont vraiment nourri Bitcoin. Donc le premier, c'était DigiCash par David Chaum et c'était en 1989. Donc ça remonte quand même, hein. Donc François, t'étais même pas né. Mhm. Moi, j'avais 1 an. Donc DigiCash. Après, on a eu en 1998, 10 ans plus tard, Ouais, deux c'est ça que j'ai. tentatives. On a Ouais. eu le B-Money de Wei Dai. J'espère que je prononce bien les noms. J'ai trouvé ça sur Internet. Et le BitGold. Alors ça, j'avais déjà entendu parler du BitGold de Nick Szabo. Ouais. Là aussi, j'espère que je prononce bien son nom. Et c'est vraiment ce dernier projet qui a inspiré Satoshi à la création du Bitcoin et donc à ce réseau de monnaie peer-to-peer. Alors François, j'ai envie de te poser une question parce que je sais que toi tu es
un bon pédagogue là-dessus. Quelqu'un qui nous écouterait là et qui a entendu parler de Bitcoin, mais qui arrive pas trop à se représenter encore ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement qu'est-ce que c'est que Bitcoin? Je pense déjà à toute personne qui veut rentrer dans l'univers de Bitcoin, potentiellement lire le white paper, qui est vraiment pas très long, qui est pas si technique que ça. Il fait 3-4 pages. Et moi, je pense que tout dans le titre du nom, on comprend ce que c'est. Peer-to-peer, cash system payment, quelque chose comme ça, ou inversé, je sais plus, puisque je l'ai en français et en anglais. Donc un paiement de pair à pair. Un paiement de cash de pair à pair. C'est ça, Bitcoin. Bon, ça a évolué, la proposition de valeur a évolué parce que forcément, en fait, il y a eu une adoption de Bitcoin. Mais pour faire simple, c'est un réseau décentralisé, sécurisé, qui permet à n'importe qui sur le réseau d'envoyer du Bitcoin, des fractions de Bitcoin, et donc un paiement, puisqu'on va avoir un registre, et ce registre va permettre en fait d'avoir une traçabilité infalsifiable de toutes les transactions. Il faut voir ça comme un grand livre. Je sais que c'est une manière de bien représenter la blockchain et ça permet de bien comprendre les choses. Chaque page représente un bloc, et chaque bloc est relié par la reliure du livre, hein, si on reprend l'analogie, et il va avoir comme une preuve sur chaque page de la page précédente. Et donc du coup, on va voir comme une trace en fait vraiment infalsifiable de toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau. C'est comme ça en fait qu'on peut dire que Bitcoin est sécurisé. C'est comme ça qu'on arrive à avoir cette fiabilité du réseau, hein, qui est bien meilleure que je sais pas, la fiabilité du réseau par exemple Google. Souvent on regarde le temps de marche des réseaux. Google est beaucoup plus en panne que Bitcoin, hein. Bitcoin n'est jamais en panne, ou en tout cas plus maintenant. Il l'a été à ses débuts, mais désormais c'est 99,99999% du temps le réseau fonctionne. Et même quand il fonctionne pas, enfin, il y a toujours des relais. Pour vous dire, hein, les gens sont tellement allés dingues qu'il y a des satellites autour de la planète où il y a le réseau Bitcoin qui tourne à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est enregistré, le livre dont je vous parlais, il est dans ces satellites. Donc même s'il y a un crash sur la planète en termes d'Internet, il y aura quand même ces satellites qui tournent à ce niveau-là. Donc c'est juste dingue. C'est assez impressionnant, hein, la manière dont fonctionne le système. Ouais, absolument. Alors, ce que tu expliques là, en fait, pour bien que les gens comprennent, c'est pour résoudre un problème important qu'on appelle le double spending problem. Donc, c'est cette idée que si je devais créer une monnaie, ce que je vous conseille pas de faire parce que c'est absolument illégal, mais si je devais créer une monnaie, un des problèmes que je vais rencontrer, c'est comment je m'assure, et surtout si c'est une monnaie numérique, comment je m'assure qu'une somme ne soit pas dépensée 2 fois. Donc si moi je fais une transaction, par exemple j'ai un Bitcoin, je veux le donner à François, qu'est-ce qui m'assure que ce Bitcoin, je ne l'ai pas déjà utilisé avant pour acheter des biens et des services? Donc en fait, pour éviter ça, donc nous, la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, les monnaies fiat, ça fonctionne avec l'idée qu'il y a une autorité centrale qui va assurer finalement la fiabilité et l'usage unique de toutes les transactions. Donc ça, c'est vraiment un système centralisé. Et Bitcoin, en fait, ça propose la même chose, sauf que la solution, elle a été amenée autrement, elle a été amenée par la décentralisation, et comme François expliquait, vu que toutes les transactions sont tracées, en fait, on peut savoir si un Bitcoin a déjà été dépensé dans une transaction, et donc du coup, si quelqu'un essaie de le dépenser une deuxième fois, automatiquement, cette transaction ne fonctionnerait pas. Et donc c'est vraiment pour ça le concept de la blockchain, et c'est ce qui a différencié d'ailleurs de BitGold, c'est vraiment ce point-là technique qui avait jamais été encore résolu et que Satoshi, on va revenir sur Satoshi après, on ne sait pas si c'est un homme, une femme ou un groupe de personnes, mais Satoshi Nakamoto, de son pseudonyme, a créé cette solution-là, technique. Ouais, moi, c'est vrai que j'étais vraiment sur la base, merci de rajouter ça, hein, bien sûr. Tu as vraiment ce qu'il a ajouté par rapport à tout ce qui s'était fait avant, c'est la preuve de travail. Et cette preuve de travail va permettre cette incapacité de double dépense qui est un des gros soucis de toutes les autres anciennes crypto-monnaies qui n'ont jamais fonctionné. Et bon, je sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans le détail, mais juste bien comprendre que ce réseau, il est amené à fonctionner pour le bien commun. C'est-à-dire que chaque individualité, et moi c'est ça que j'aime beaucoup dans Bitcoin, c'est que l'individualité de chacun est poussée au bien commun de tout le monde.
Et ça c'est difficile à entendre parce que c'est pas forcément évident. Souvent, quand on pense au capitalisme, par exemple, on pense à un capitalisme prédateur et on voit bien que l'individualité de chacun va plutôt aller à l'encontre d'une société viable. Chacun va penser à son cul, quoi, de manière très très simple. Là, à l'inverse, le fait que je pense à mon cul dans le réseau Bitcoin fait que je vais nourrir le bien commun de tout le monde puisque je n'aurai aucun intérêt à attaquer le réseau. Je n'aurai aucun intérêt à être malveillant sur le réseau. Au contraire, j'ai tout intérêt à être un bon acteur, à aller sur le réseau pour miner. Donc on parle de miner du Bitcoin. Je sais pas si à quel point on redescend sur la base mais peut-être de tout à l'heure, Bitcoin, parce que mais sinon on va perdre 80% de l'audience. peut-être tout à l'heure. Trop technique. On est d'accord. Donc voilà, c'est juste, je vais être incité à faire les choses correctement sur le réseau, et donc le réseau va être il y aura vraiment un bien commun qui va se générer pour tout le monde. Et c'est pour ça que, en fait, la valeur de Bitcoin, pourquoi Bitcoin vaut 100 000 $, je pense que ça vient de là. C'est cette confiance qui est cristallisée, grâce à ça, grâce à ce bien commun. Cette confiance qui est cristallisée et qui permet à chacun, on dit souvent que Bitcoin résout un des gros problèmes, le problème des généraux byzantins. Alors c'est vrai et pas vrai, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros pour faire simple, c'est que la difficulté qu'on a, si je reprends le problème des généraux byzantins, c'est que quand on attaque une ville et qu'on a des personnes autour de nous qui sont potentiellement dans notre alliance, on ne sait pas s'ils vont pas se retourner au dernier moment contre nous, au moment où on va attaquer potentiellement cette ville. Et Bitcoin résout d'une certaine manière ce problème de manière simple à travers cette décentralisation et cette information qui nous est donnée à n'importe quel instant et qui est infalsifiable. Ça veut dire qu'on peut savoir exactement qui est avec nous ou qui est contre nous au moment où on va attaquer. Et donc ça nous permet d'être sûr et certain de ne pas avoir de problème en fait au moment où on va mettre ces billes sur la table. Et donc voilà, je pense qu'il faut bien comprendre Bitcoin, c'est tout ça en même temps. C'est assez complexe et en même temps c'est très très simple parce que ça reste au final une monnaie. C'est-à-dire qu'on peut faire des échanges, et je pense que c'est cette valeur-là aussi que les gens ne comprennent pas encore, puisque pour l'instant on voit plus Bitcoin comme de l'or, mais je pense que Bitcoin c'est aussi la capacité de pouvoir faire des transactions de paiement, et ça c'est pas encore pricé, je pense, par le marché. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits, ça je vous amène à aller voir Michel Kazaka, qui a fait pas mal d'interviews sur Grand Angle Crypto et qui permet de bien comprendre cette notion de valeur de paiement que Bitcoin a aussi, même si potentiellement ça se fera pas sur Bitcoin en priorité parce que les transactions sont fortes, sont chères. Ça n'empêche que sur un layer 2 comme Lightning Bitcoin, Lightning Network, ça fonctionne très bien. Donc on va revenir sur les dates dans un instant, mais je prends la balle au bon pour parler d'un livre moi que j'avais bien aimé de Andreas Antonopoulos qui s'appelle The Internet of Money. Donc c'est vrai que lui depuis il me semble 2012-2013, donc vraiment dans les débuts de Bitcoin, il a joué dans on va dire la popularisation, expliquer un peu. Alors au début je crois qu'il avait écrit un premier livre qui était vraiment pour les développeurs parce que c'était un truc ultra geek et lui-même est geek, mais ensuite il s'est rendu compte que l'enjeu c'était vraiment de passer l'adoption au grand public, et donc il a vraiment expliqué simplement, parce que Bitcoin, tout à l'heure, c'est un peu toujours à la blague de dire est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est que Bitcoin? C'est un peu une question piège en fait, parce que bien sûr. moi ça fait 6 ans, toi François encore plus que ça, que je me questionne sur Bitcoin, et il y a encore des choses que je comprends, et en fait c'est comme Internet quand c'est arrivé. Internet, tu demandais aux gens c'est quoi, ils pensaient à une base de données, donc un peu un genre de intranet finalement, sauf qu'ils pensaient sauf que c'est une base de données ouverte, donc on va pouvoir envoyer des courriels. Il y avait l'aspect de communication d'humain à humain, il y avait l'aspect archivage de données, de trucs, mais on n'avait jamais pensé qu'on allait un jour avoir Amazon, pouvoir acheter n'importe quoi sur Internet, pouvoir enregistrer des épisodes de podcast comme ça à distance. Internet a complètement révolutionné, c'est pour ça la notion de technologie disruptive, ça a complètement changé notre façon de vivre. Et en fait, Bitcoin, de la même façon, est venu complètement disrupter le marché financier tel qu'on le connaissait. Alors là, je vous envoie vers un deuxième livre qui s'appelle The Bitcoin Standard, et lui, il est absolument à lire. Alors, je vais vous retrouver le nom de l'auteur, c'est Saifedean Ammous, qui a un podcast d'ailleurs sur le sujet, donc lui, c'est vraiment un Bitcoin maximaliste, et il explique toute l'origine de la monnaie dans son livre, donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là, et c'est peut-être aussi, on reviendra là-dessus, mais moi, c'est un des trucs que j'apprécie le plus de Bitcoin, c'est qu'il m'a forcé
à comprendre et à me poser des questions sur la finance de façon générale. Donc j'ai jamais été autant connaissant finalement du système actuel, parce que Bitcoin justement, il t'amène à te poser tout un tas de questions que tu avais peut-être pris pour acquis depuis le début, quoi. Donc bref, il explique d'ailleurs que dans les différentes monnaies, il y a eu plein de notions, plein de concepts, donc comment la monnaie a évolué, quelle est la fonction de la monnaie, qu'est-ce qu'elle remplit comme tâche. Donc on en avait déjà parlé, je pense, sur la chaîne, on va pas aller trop loin là-dessus. Mais il y a un truc que je me rappelle, c'est que sur une île, il expliquait qu'il y avait une tribu qui avait cette notion déjà de livre ouvert. Et en fait, chacun dans le village savait qui avait quoi et quelles transactions étaient faites entre chaque personne, et il marquait tout sur une grande tablette, si tu veux, il gravait. Et en fait, alors est-ce que Satoshi était au courant, a repris cette idée? Mais c'est sûr qu'on peut pas imaginer quelque chose à l'échelle mondiale. Forcément, ça marche dans une petite communauté, mais Internet a rendu ça possible. Donc, Internet, finalement, c'était un peu la première pierre de l'édifice. Et ensuite, sur Internet, bah, Bitcoin, finalement, c'est un peu une continuation d'Internet, mais sur une thématique spécifique qui est celle de la finance. Donc voilà. Alors, la naissance révolutionnaire, donc j'ai noté, on va dire, trois dates là qui ont été importantes. Donc, ça s'est tout passé en fait 2008-2009. Donc, je sais pas où vous étiez en 2008. Moi, j'étais encore à l'école, je me rappelle. Mais on sait qu'il y a eu une crise financière très très importante. Et en fait, c'est vraiment ça qui a été donc la crise des subprimes, qui a été le détonateur finalement pour Satoshi, pour lancer son invention. Mais alors trois dates juste avant, en fait, le 18 août 2008, il a enregistré de façon complètement discrète et anonyme le nom de domaine bitcoin.org, et c'est sur ce site web qu'allait être publié le livre blanc le 31 octobre, donc quelques mois plus tard. Donc on voit que c'était déjà quelque chose qui était en préparation. Et c'est le 3 janvier 2009 qu'on a eu le premier bloc qui a été miné. Et je ne sais pas si tu savais, François, mais dans le premier bloc, il y a une Si. information. Et Ouais. c'était symboliquement le message Journal. du Times sur la crise bancaire. Mm. Je pense que c'est Yann Darwin qui en avait parlé dans une de ses vidéos, j'étais même pas au Ouais, courant. tout à fait. Et Ouais, ça je le j'ai trouvé savais. ça Moi, intéressant. j'avais. Parce que c'est vraiment Ouais. l'origine de Bitcoin finalement. C'est la crise des banques a montré finalement au grand jour que bah, la monnaie n'était pas infaillible, qu'il pouvait y avoir des problèmes. C'est là qu'il y a eu les grands plans de relance pour sauver des banques et tout. Forcément, ceux qui trinquaient, c'était les particuliers. Donc, c'est là que Bitcoin avait toute sa place parce qu'il proposait une alternative finalement à ce système centralisé des banques centrales, et permettait aux gens finalement qui voulaient participer sur le réseau à s'organiser entre eux. Et alors ce contexte idéologique, il vient des cypherpunks, donc qui Ouais. est un mouvement Ce que j'allais qui est dire. né dans les années 80, donc ça faisait quand même déjà un certain temps. Donc imaginez des geeks informatiques qui ont vraiment inspiré Satoshi. Satoshi était clairement associé à ce mouvement-là. Et en fait, les cypherpunks, ils étaient vraiment axés sur la défense de la vie privée, t'en parlais un peu tout à l'heure François, la lutte contre la surveillance gouvernementale, et puis des créations d'outils numériques, hein, donc vraiment utiliser Internet pour développer finalement la liberté individuelle, quoi. Donc voilà. Tu Ouais, as des très trucs à très dire bien. là-dessus, François, tu veux réagir? Non, je pense que c'est tellement un sujet vaste. Encore une fois, si vous voulez aller un plus loin, lisez les livres que Julien a recommandés. Ça permet de bien comprendre C'est un bon point quelle de est départ. cette mentalité-là. Maintenant, il faut bien comprendre que ça reste le passé. Maintenant, de nos jours, voilà, cette mentalité est pas forcément partagée par tout le monde. C'est pas parce qu'on achète du Bitcoin qu'on a cette mentalité-là. Les choses ont bien évolué. On pourrait même critiquer le fait que bah voilà, maintenant ce sont les banques et les États qui reprennent plus ou moins l'affaire de Bitcoin. Je pense à Trump là qui l'a beaucoup utilisé pendant sa campagne électorale, ou le Salvador qui en a fait monnaie commune, monnaie légale, je veux dire, il y a maintenant 4 ans. C'est toutes ces choses-là, faut bien comprendre qu'elles évoluent, mais que malgré tout, et ça tu reviendras à la fin, Bitcoin ne change rien dans sa technologie, ne change rien dans sa promesse, et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré encore une fois les attaques potentielles que pourraient être infligées à Bitcoin à travers des personnes extérieures qui n'ont pas les mêmes visions que les cyberpunk, ou même des personnes Mm. qui voudraient mettre à mal Bitcoin, malgré ça, Bitcoin continue de fonctionner. Alors, bah, écoute, tu tends la perche vers la partie suivante parce que vous vous doutez que Bitcoin s'est pas rendu à 100 000, c'était pas un petit chemin tranquille. Bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas.
et il y a eu beaucoup d'attaques justement des gouvernements. Alors, je reprends souvent cette citation qui dit que toutes les révolutions passent par 3 phases. La première, c'est stupide, parce qu'au J'allais début, le c'est dire, c'est tellement bien ça. petit que Ouais. finalement, les gens n'y prêtent pas attention, ça peut être une blague, ça peut être des choses comme ça. Et puis finalement, la petite invention commence à prendre de l'ampleur, la vitesse commence à augmenter, les gens rejoignent un mouvement, et on peut pas, on peut tuer quelqu'un, mais on peut pas tuer une idée en fait. Et donc une idée va continuer à se propager, et à un moment donné, on va arriver à finalement la deuxième étape de la révolution qui est dangereux. Et c'est ce qu'on a vécu là vraiment dans les, je dirais, dans les 5-6 dernières années, même un peu plus que ça, où là les gouvernements, les banques justement se sont sentis menacés parce que tout le système finalement qui était en place était mis en péril avec cette invention-là. Et on voit qu'ils ont tenté, tant bien que mal, de taper sur Bitcoin, mais l'idée c'est que Bitcoin en fait est tellement simple, et c'est sa simplicité en fait qui est sa sophistication ultime et suprême, tu vois. C'est parce que on le sait qu'un élément très complexe Mm. en fait on avait là aussi parlé déjà sur la chaîne dans un épisode de Oui, bien Base de sûr. 3.0, Tu, mais un organisme tu crées complexe plus de peut, surface d'attaque. Mm. voilà, il peut dominer du coup un contexte bien particulier parce qu'il est suroptimisé. Par contre, il va très mal s'adapter, il va très mal performer sur du long terme en fait. Alors que Bitcoin est tellement simple finalement que bah tu reviens vite au truc, et ça lui donne cet ADN en fait d'antifragilité. Donc j'avais noté, Mm. tu vois justement deux, trois étapes, deux, trois scandales et controverses qui ont Mm. été marquantes dans les 10 dernières années. Donc il y a eu forcément Bitcoin a été ensuite associé à tout ce qui était marché noir, parce que comme c'était une monnaie internet, et alors beaucoup disent que c'est une monnaie anonyme. Attention, c'est pas une monnaie anonyme, c'est une monnaie pseudonyme, c'est-à-dire que, comme on disait tout Mm. à l'heure, toutes les transactions sont tracées. On sait qu'il y a des transactions qui ont été faites de tel, on appelle ça un wallet, ou donc un portefeuille, de tel portefeuille à tel portefeuille, mais on ne sait pas qui est derrière le portefeuille. On pourrait potentiellement après, via aujourd'hui par des mécanismes très utilisés de KYC, donc Know Your Customer, qui sont des pratiques déjà utilisées dans les banques. Donc là, on commence à voir ça sur les exchanges. Les exchanges, alors vous voyez comme on est obligé tout de suite de développer, de complexifier un peu le truc, mais les exchanges, c'est là où vous pouvez acheter, pour faire simple, acheter vos crypto-monnaies, votre Bitcoin et autres crypto-monnaies. Mais donc du coup, aujourd'hui, les exchanges réputés vont Réputé, avoir ouais. l'obligation de prendre vos informations, et comme ça on sait que ce wallet est associé à telle personne, donc du coup on peut tout tracer. Mais forcément au début, c'était pas aussi clair que ça, et beaucoup de gens l'ont utilisé pour justement acheter toutes sortes de choses sur Internet, alors des choses légales et des choses bien sûr pas légales. Donc il y a Illégal. eu Mm. l'affaire de Silk Road. Oui. Donc là, forcément, alors je sais plus trop les dates, je crois que c'était en 2011, Ross Ulbricht qui a été condamné à la prison à vie. D'ailleurs, je crois que Trump, il avait dit qu'il voulait le libérer, il me semble, hein. Il est Oui, sur la ou peut-être liste le des... gracier, ouais, potentiellement, ouais. il devait avoir une grâce présidentielle, donc en tout cas, il est encore en prison aujourd'hui, donc ça fait quand même déjà plus de 10 ans. Et effectivement, donc le Silk Road, c'était vraiment un site sur le dark web où on pouvait Une acheter place de toutes marché, sortes de ouais. choses, de la drogue, des armes, voilà, toutes sortes de dingueries, mais aussi d'autres trucs beaucoup plus communs. Donc ça a été vraiment, ça a été les premiers usages, et forcément, ça l'a pas aidé. Je trouve que encore aujourd'hui, on doit travailler sur ce côté-là, c'est-à-dire que dans la conscience des gens, Bitcoin s'est associé beaucoup au blanchiment d'argent, et un peu au crime, tu vois. Et c'est vrai que les médias Ouais. ont beaucoup surfé ce truc-là parce que ça fait sensationnel, et voilà. Mais en fait, on dirait que l'idée de base, elle a été un petit peu, je trouve, entachée de cet usage-là. Et Ouais. aujourd'hui, Mais ce on qui, doit toujours se battre contre ça et expliquer que Bitcoin, c'est pas seulement c'est ça. c'est une réalité, mais c'est parce que c'est toujours pareil. C'est comme ce qu'on dit tout le temps avec un marteau. Qu'est-ce que je peux faire? Planter un clou dans du bois, ou je peux aussi prendre le marteau et fracasser le crâne de mon voisin. C'est encore une fois, le marteau, il y est pour rien. C'est la personne qui le tient dans la main, qui fait ce qu'il veut avec. Et le Mm. truc, c'est que en business, malgré tout, il faut comprendre que là où il y a de l'argent, les premiers business qui se créent, c'est souvent autour de la drogue, autour du sexe, et donc forcément, et autour des jeux,
de Le choses gambling. licites finalement. Ouais. C'est là où le gambling, etc. Donc c'est les 3 gros trucs qui reviennent quand même tout le temps quand on commence à créer quelque chose, un écosystème, quelque chose où il y a de l'argent qui commence de la valeur qui commence à se créer. Souvent, c'est ces choses-là qui apparaissent. C'est les Donc premières c'est pas étapes de non plus l'adoption, déconnant que finalement. c'est arrivé sur Bitcoin. C'est les premières étapes de l'adoption, c'est clairement ça. Et faut bien comprendre que c'est pas parce que Bitcoin a servi à ça que c'est que Bitcoin qui est ça, quoi. Je veux dire, ça a été fait avec le dollar, ça a été fait avec plein d'autres choses. Et à l'heure actuelle, encore une fois, quand on entend parler de ça sur les plateaux télé, moi, ça me rend dingue. Quand on sait que la majorité du blanchiment d'argent se fait non pas par Bitcoin, mais par le dollar, hein. Clairement, le Bitcoin, ça représente même pas 2% de ces transactions. Donc je pense qu'il y a un moment donné, il faut peut-être revenir à la réalité. Mais bon, si vous écoutez cette chaîne, je pense que vous êtes conscient de ça. Non, c'est ça, exact. Alors après, on a eu bon, forcément des scandales financiers. Alors on pense un peu plus loin, il y a eu BitConnect. Donc BitConnect, c'était je crois que c'était le bull run de 2017, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça avait été un exchange en fait où ils promettaient Mm. des, des, euh, Ouais, pyramide de des Ponzi, rewards des incroyables. revenus, Voilà, donc ouais, des revenus par le fait d'acheter, de stacker, tout ça sur leur plateforme. parrainage. Avec des liens de parrainage, etc. Donc c'était bien sûr un système pyramidal, voilà, comme tu peux trouver aussi dans la finance traditionnelle, mais là forcément, comme Bitcoin était quelque chose de nouveau, on en parlait, C'est ça faisait le magique, buzz. c'est magique. S'il y avait un côté magique avec, en fait, vu que le Bitcoin, et on reviendra sur les prix tout à l'heure, mais c'était apprécié énormément, les gens avaient compris qu'en fait, il y avait de l'argent à faire avec Bitcoin. Mais si c'est quelque chose qui, tu sais, les gens sont beaucoup plus sceptiques si c'est quelque chose qu'ils connaissent, parce qu'ils disent, mais Mm. attends, ça c'est pas Ouais, c'est possible. ça. Alors que là, vu que c'était un truc qu'ils comprenaient pas trop, bah, c'était plus facile pour les gens de succomber en fait, Ouais. de tomber dans le piège et Comme, de se dire, ouais, comme bah, dit je pense que souvent Bitcoin, on m'a dit que ça faisait beaucoup d'argent. Ouais. Comme dit souvent Asher, s'il y a quelqu'un qui te dit vas-y donne-moi 1000 $, je te fais x2 et je te redonne 2000, tu vas être un peu sceptique. Mais bizarrement, quand il y a quelqu'un qui te dit vas-y donne-moi un bitcoin, je te redonne 2 bitcoins, tu te dis ah bah ouais c'est possible. Non, c'est pas possible comme ça, hein. C'est pareil que du dollar, donc ça il faut bien avoir ça en tête. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui se font avoir, Les hein. Moi, arnaques, j'ai eu, il y en a beaucoup, ouais. Et puis là, il y a ça va quelques mois encore plus j'ai rencontré quelqu'un qui s'était fait polluler là. arnaquer. Ah ouais, ça va être un peu dingue là, le bull run et Forcément, commence à peine à arriver là, vraiment. Et ça donc attire, forcément, il va y avoir beaucoup de gens on a qui vont plein de essayer de vous débutants qui arnaquer. rejoignent. Et forcément, bah, Mm. les gens mal intentionnés vont profiter de ces phases-là. Comme il y a eu, quand il y a eu la bulle Internet, et bah, il y a eu plein d'arnaques, des lancements, Mm. des machins. Donc, Tout à fait. comme tu disais, François, tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est un outil. Et vraiment, on invite les gens, pour ceux pour qui c'est encore un peu mêlé tout ça, de vraiment, dans votre esprit, faire la distinction des choses. Oui, il y a des choses, il y a des arnaques, il y a des choses illégales qui sont faites avec Bitcoin, pas grâce à Bitcoin, avec Bitcoin, mais c'est la même chose un peu partout en fait. Et il y a aussi des choses très bien qui sont faites avec la crypto-monnaie. Donc ça, BitConnect, ça a été une des plus grosses arnaques, je pense. Plus récemment, alors après, on a eu FTX. Donc ça, c'est ce qui a mis Mm. fin au dernier cycle, au dernier bull run, donc 2021. Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried, SBF, donc c'était le plus gros, le deuxième plus gros exchange, juste derrière Binance, si je dis pas de bêtises. Mm. Et Ouais. alors là, il y avait tout le monde, plein de politiciens, plein de gouvernements, énormément de gens qui Ouais. en parlaient, qui avaient investi, etc. Et en fait, bah, c'était une arnaque. Et Trop donc le beau pour être fonds a vrai. été, ouais, Alors en exactement, le fait, fonds a en été soi, fermé. FTX était pas une arnaque, mais par contre, c'est la C'est ce qui a été fait problématique, avec les capitaux, en fait. c'était Ouais. ce qui était fait avec les capitaux. Voilà, juste pour faire simple, c'était des capitaux qui étaient réutilisés. En fait, ils utilisaient les fonds de leurs clients pour pouvoir trader sur le marché avec une autre société qui s'appelait Alameda Research, qui était une autre société de SBF. Et ça a été n'importe quoi, quoi. Donc ouais, ça a été les gros points, mais je pense que t'en as oublié quand même un quand Et même, c'est encore récent, Mt. Gox. T'as oublié alors après, Mt. Gox. oui, j'ai pas tout noté, donc tu me diras Euh, s'il y en a d'autres. Bah vas-y, parle-nous de Mongox, qu'est-ce qui s'était Bah passé? Mt. Gox quand même, c'était le premier exchange, enfin pas le premier, enfin je crois qu'il est... Ah quoique non, ça doit être le premier quand même, ça doit être le premier. Premium, c'est juste il a survécu. Mais du coup, Mt. Gox, c'était en plus un Français qui avait fait ça. Je sais plus d'où il venait, Dijon ou Clermont. Et il avait créé, en fait, c'était sur un site de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Ok,
Ok. Et en fait, c'est devenu une place d'échange de Bitcoin. Et le truc, c'est parti complètement en cacahuète. Et alors, je saurais plus dire exactement, mais je sais plus s'il est parti avec la caisse, mais je crois pas que c'est ça exactement. Mais il y a eu un souci, un gros souci. Il est parti au Japon, il vivait là-bas, et bref, je me rappelle plus exactement de toute l'histoire, mais en gros, c'est là où se faisaient tous les échanges de Bitcoin. Et du jour au lendemain, ça a fermé. Et donc, beaucoup de clients en fait ont perdu leur accès à leur Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'accès à leur wallet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être venir en deux petits mots. Je vous rappelle juste ça. En gros, vous avez une clé publique, donc qui est le RIB, comme sur un compte de votre wallet, de votre portefeuille. Et puis vous avez votre clé privée qui vous permet en fait d'accéder n'importe où en fait à vos fonds. Si vous avez votre clé privée, vous pouvez toujours retrouver vos fonds. Le problème, c'est que quand on passe sur un exchange, on n'a pas les clés privées, on a souvent juste la clé publique. Et c'est l'exchange qui va, en fait, pour nous, sécuriser ces clés privées. Donc, c'est ce qu'on appelle un wallet custody ou non-custody. Donc, quand on est non-custody, ça veut dire qu'on possède soi-même ses clés, on a cette responsabilité-là. Et en gros, Mt. Gox a fermé, et donc plein de gens se sont retrouvés bloqués. Et là, en fait, ces derniers mois, il y a enfin les fonds qui vont qui vont pouvoir être rendus aux utilisateurs de Mt. Gox, puisque le procès a été fini. Il y avait du coup les fonds qui étaient toujours là. Et comme donc FTX, là, ils étaient en train de renvoyer. FTX aussi, il va y avoir, comme FTX d'ailleurs, mais FTX, la problématique, c'est qu'ils avaient revendu. Donc ça veut dire qu'ils ont que du dollar. Donc je crois que ça va être que 140% de la somme des dépôts, mais de l'époque, au moment de la fermeture. Et donc à ce moment-là, le Solana était pas à $240, quoi. Il est à $20. Donc même s'ils ont 140%, ils vont pas retrouver la somme qu'ils auraient eu s'ils avaient hold. Alors que pourtant, là pour le coup sur Mt. Gox, ça va être vraiment des bitcoins. Donc les gens, pour moi, c'est la meilleure façon pour Mt. Gox. Pour le coup, jamais j'aurais voulu vivre ça et tout. Mais pour le coup, pour les utilisateurs, c'est quand même assez dingue puisque c'était je veux pas dire de bêtises au niveau de la date, mais je dirais 2013, 2012, 2014, quelque chose là-dedans. Donc là, ça veut dire que vous avez détenu du Bitcoin à partir de 2012-2013, c'est des sommes, je pense, assez intéressantes, et vous avez holdé jusqu'à $100 000 malgré vous. Et ça, je pense que personne n'aurait tenu, à mon avis, pas beaucoup de personnes en tout cas. Ça se compte à mon avis sur un très petit pourcentage, peut-être 1%, 2% de la population qui aurait tenu ce type de progression, hein, parce que je pense qu'à cette époque-là, ça valait entre $500 et $1000, quoi. Donc, autant vous dire que ça fait un gros multiple pour les personnes là qui vont récupérer ces bitcoins. Là, la choix, ils les ont potentiellement récupérés depuis quelques mois. Il y a eu Quadriga aussi au Canada. C'est vrai que nous, on n'a pas connu ça, mais en habitant au Canada, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, c'était le plus gros exchange au Canada. Et en fait, donc c'est pareil, c'est une histoire de clés. Le dude, en fait, est parti avec les clés. Et alors, on ne sait pas trop s'il est mort ou s'il a fait semblant de mourir. Mais soi-disant, en fait, il était mort et c'est lui qui avait les clés, personne d'autre les avait. Donc, tout l'argent qui était dessus a jamais pu être récupéré. Donc il y a eu toute une histoire, mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui il vit en Asie, on ne sait pas trop où, et qu'en fait il a simulé sa mort, et qu'aujourd'hui voilà. Il vit avec Michael Jackson. Là j'ai pas trop creusé, faudrait voir est-ce que la crypto a bougé, parce qu'en fait en théorie on pourrait quand même voir si la crypto bouge, et là ce serait très suspect qu'effectivement la crypto bouge alors que soi-disant la clé était perdue. Donc en tout cas il y a eu beaucoup. J'imagine qu'il y a les gens regardent ça, et ça c'est quelque chose que par exemple on n'arrive pas à comprendre au début quand on commence, mais en effet on peut voir tous les mouvements qui sont faits par ce genre de wallet parce qu'ils sont connus, et c'est comme ça quand on disait que c'était pseudonyme, mais en fait si on sait le wallet il appartenait à qui, on peut du coup voir les transactions qui sont faites. Typiquement sur les wallets de Satoshi, puisqu'on savait que Satoshi avait des wallets, on voit bien qu'il y a une grosse partie de ces bitcoins qui ne bougent plus. Même tous ces wallets ne bougent plus, quoi. Donc ça permet de
de voir les mouvements, savoir qu'est-ce qui est fait avec quoi. Ouais, exactement. Après, pour finir, plus récemment, on a eu Binance qui a été accusé de blanchiment d'argent et donc CZ, le CEO de Binance, a été condamné à 4 mois de prison. Donc là, il est sorti dernièrement. Ouais, Et tout à aujourd'hui, fait. donc ils ont remplacé en fait ils ont mis un autre CEO qui était à mon avis un peu plus Après, je friendly le avec mettrai les pas dans, politiques. ouais, c'est ça. Je le mettrai pas dans la même case. Là, c'est juste une question de régulation. Je pense C'est une que question de Sisi a régulation, joué mais il y un a eu petit quand peu même de la avec, prison joué et il avec y a les eu quand règles. même Mais ouais. des Oui, mais accusations parce que graves quand même sur parce un que exchange. je pense qu'ils ont, c'est le revers de la médaille d'avoir essayé de jouer avec le jeu. Et il y a un moment donné, quand tu es avec la plus grande puissance mondiale et que tu fais un peu de l'argent, il y a un moment donné, voilà, c'est bon. Tu te fais taper. Voilà, tu te fais taper dessus et je pense que c'est assez cohérent et je trouve que finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Enfin, c'est grave quand Non, même pour à le côté blanchiment d'argent. Hein, du reste, c'est quasiment soft. mais à côté du reste, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'après on pourrait peut-être croire que Binance c'est pas bien ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment plus non, une non, question pas du tout. politique qu'autre chose. Ouais. Je me À la permets. limite, Après, cette ça veut fois, pas dire maintenant, que ça a été Binance tout va bien. Hein. clarifié. Ouais. Ouais, Oui, c'est voilà, un c'est des ça. Ça a été exchanges clarifié. que nous on utilise, quoi. Ouais. Alors, du coup, on a parlé tout à l'heure de l'antifragilité de Bitcoin. Je voulais revenir sur ces 3 dates. Et c'est vrai que Bitcoin, vous l'avez compris, ça n'appartient à aucune personne, mais aussi à aucun pays. Donc, on dit que c'est apolitique. Et donc, forcément, il y a certains pays qui se sentent un peu plus menacés que d'autres. On pense à la Chine. Et c'est vrai que la Chine a beaucoup essayé de bloquer la révolution de Bitcoin. Donc en 2013, une première fois, ils avaient interdit toutes les transactions bancaires finalement par rapport à ça. 2017, il y a eu la fermeture de toutes les plateformes d'échange en Chine. Et plus récemment, en 2021, on a eu, je ne sais pas si tu te rappelles François, le ban Tout à du fait. minage en Chine, parce Du que la minage. Chine, c'était un des pays où justement il y a beaucoup de Il y avait plus de ressources, de minage. barrages Il y avait hydrauliques, de choses comme ça. 40% de minage là-bas. C'est ça, c'était énorme. Et en fait, donc la Chine, du jour au lendemain, on se rappelle parce qu'on était sur les marchés, a banni totalement. complètement le minage de Bitcoin. Il faut savoir qu'après Ouais. ces 3 événements, peu de temps après, Bitcoin a fait des plus hauts. Et c'est ça qui est intéressant parce que à chaque fois, en fait, le réseau se réorganise et devient plus fort de ça. Donc, pour prendre le plus récent sur le minage de Bitcoin, en fait, aujourd'hui, ce serait très difficile, sauf si on part dans les trucs d'ordinateurs quantiques, etc. Mais en fait, sur une blockchain, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, le double spending problem, il y a une possibilité en fait de défaire finalement un système, c'est si on contrôle 51% de la puissance de calcul du réseau, donc c'est ce qu'on appelle l'attaque 51%. Ça a été fait de mémoire sur Ethereum classique, qui était une blockchain beaucoup plus petite, en tout cas déjà à l'époque, et puis en plus c'était un réseau qui était moins utilisé. Bitcoin, on aurait pu le faire au début. Aujourd'hui, ça semble très compliqué, mais le fait que la Chine, en fait, avait accès potentiellement à tout ça, encore pourrait le faire, mais c'est ça, un État. Un État en fait, potentiellement pourrait le faire, mais ça serait quand même complexe. Ça serait complexe. Il faudrait tout orchestrer de main de maître, la prise de contrôle de toutes les mineurs. Donc, dans un pays, forcément, ça aurait pu être un peu plus faisable. Mais là, le fait est que ce ban-là, finalement, a fait que les mineurs sont partis, se sont répartis un peu plus à travers la planète. Il y en a qui sont allés, on en a en Amérique du Sud, on en a aux États-Unis, on en a un peu partout en Europe et tout, et en Afrique. Donc, c'est intéressant parce que ça a finalement rajouté encore une couche de décentralisation sur Bitcoin, qui aujourd'hui est ressorti plus fort finalement de cette attaque qui lui avait été faite. Ouais. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque des 51, si vous débutez, faut pas non plus, voilà, c'est souvent les premières choses qu'on entend parler quand on démarre, c'est l'attaque quantique et l'attaque 51. L'attaque 51 ne peut pas permettre de faire grand chose, si ce n'est détenir le réseau pendant un petit moment, mais il reviendra forcément à un moment donné. En fait, ça coûte trop d'argent à la personne qui fait l'attaque 51. Il récupère moins. C'est ce que je vous disais au début, en fait. Vous avez aucun intérêt à attaquer le bien commun. Si vous attaquez à 51, en fait, vous allez perdre la valeur de Bitcoin. Et donc, vous pouvez faire peut-être ce que vous avez volé double dépense, mais ça va le faire sur un temps très court et ça servira strictement à rien. Et après, vous allez perdre la confiance du réseau et potentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un fork. C'est-à-dire que, en fait, le protocole va se scinder en deux et il va y avoir 2 chaînes qui vont se séparer. Et en fait, tout le monde va aller sur la chaîne où la confiance est restée. Et donc, vous, avec votre attaque 51, vous avez juste dépensé de l'argent et vous avez fait de la merde. Encore une fois,
les acteurs sur Bitcoin se réorganisent énormément et font attention à ce genre de choses. Je pense particulièrement là à ce qui est en train de se passer. Donc oui, on a eu un ban de la Chine il y a 4 ans, mais pour le coup, là maintenant c'est plus les États-Unis qui ont récupéré le pourcentage de minage de Bitcoin. Et la réflexion, elle est plus là-dessus. C'est qu'est-ce qui va se passer si, imaginons vraiment que Trump fait tout ce qu'il a dit, imaginons qu'il valide tout ce qu'il dit, on pourrait avoir un État qui posséderait énormément de pourcentage de minage de la puissance de calcul de Bitcoin. Peut-être pas atteindre les 51%, mais beaucoup. Et déjà, beaucoup d'acteurs, par rapport à ça, ont dit qu'ils essayaient de sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit, des acteurs qui sont liés au minage, parce que c'est très industrialisé maintenant, qui ont dit non, mais si ça continue comme ça, nous, on va aller chercher des ressources aussi ailleurs. On va aller s'implanter, je sais pas, en Afrique, on va aller en Amérique latine, etc. On va pas tous se positionner au même endroit aux États-Unis. Donc, ça montre quand même que le réseau aussi est intelligent et comprend qu'il n'y a aucun intérêt en fait de laisser un État maître de la situation. Donc à voir si ce scénario-là est viable, mais je pense qu'il a très peu de chances de se réaliser. Donc l'attaque 51, presque aucune chance que ça ok. touche Non, mais c'est Bitcoin. intéressant. La petite attaque que je viens de dire peut être intéressante, mais enfin peut impacter Bitcoin, mais je pense que c'est quand même très hypothétique. Il faut vraiment faire ses recherches et aller. Il est allé pousser loin les calculs et aller regarder. C'est sur la chaîne. Vous marquez Michel Kazaka, Richard Grantan, vous trouverez la vidéo. Et la partie quantique, juste pour les newbies là qui se posent peut-être cette question, sachez qu'il y a aussi des algorithmes pour protéger en fait du quantique qui pourrait arriver dans quelques années, dans une dizaine d'années potentiellement. Donc là-dessus aussi, soyez rassurés, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà prévues, qui ont déjà été réfléchies par rapport à ça. Super. Alors, Bitcoin, c'est sûr, on le sait sur la chaîne, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de trading. Forcément, Bitcoin, donc vous l'avez compris, c'est d'abord une nouvelle solution, une nouvelle façon de voir la finance, de repenser les échanges finalement entre les gens, un rapport à la technologie, à la confiance. Mais on va pas se mentir, ça a été aussi un investissement légendaire, un investissement qui a offert probablement les plus belles performances jamais, en tout cas à ma connaissance. Non, Bon, il faudrait regarder là, mais probablement en tout cas une des plus belles performances qu'on a pu faire sur les marchés dans les 10 dernières années. Donc j'ai refait le calcul et en fait si vous aviez investi pour le fun $100 en 2013, eh bien aujourd'hui vous auriez $10 000, donc c'est une performance à 10 000% en 10 ans, donc c'est assez impressionnant. Et en fait, pour la petite anecdote, il faut savoir que la première, on en parle à chaque fois, c'est les Pizza Day. Vous avez peut-être entendu vous avez peut-être entendu l'expression. Et en fait, c'est la première transaction officiellement qui a été faite sur le réseau Bitcoin, parce qu'au début, c'était finalement des échanges juste pour voir si techniquement c'était faisable. Mais à un moment donné, quelqu'un a dit, bah, après tout, c'est une monnaie, donc on devrait pouvoir acheter des choses avec. Donc il avait fait il voulait 2 pizzas, donc il avait dit j'ai 10 000 bitcoins à offrir à quelqu'un qui pourrait m'amener 2 pizzas. Et donc c'est la première transaction officiellement qui a été faite sur Bitcoin. Donc ça c'est quand même drôle quand on pense aux chiffres. Aujourd'hui 10 000 bitcoins, c'est hallucinant. On l'a dit tout à l'heure, Bitcoin est à $100 000, donc ça fait cher la pointe de pizza. Mais c'est intéressant. Dans la même veine, j'avais pensé à dire ça quand tu m'avais dit qu'on ferait un épisode sur Bitcoin. Nous, on n'a pas connu, mais juste pour que les gens se rendent compte, à l'époque, il y avait des sites internet qui te permettaient d'avoir des faucets de Bitcoin. T'avais juste à cliquer sur un bouton et tu récupérais des Bitcoins en cliquant sur un bouton. Ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que gratuitement, t'avais juste à cliquer sur un bouton. Je sais pas le montant, mais je pense que tu gagnais facile entre 1 et 10 Bitcoins par clic à l'époque. Juste pour vous rendre, enfin, c'est l'étape, les marches qu'on a franchies petit à petit par rapport à l'adoption de Bitcoin est juste dingue. Au début, c'était juste un truc de gambling. Les gens savaient même pas pourquoi ils achetaient ça. Et petit à petit, les gens qui ont creusé vraiment le sujet ont compris l'intérêt que Bitcoin pouvait avoir pour le monde entier.
Il y a le gars aussi, je sais, tu as déjà entendu cette anecdote, François, un gars qui a perdu son disque dur et que dedans, donc, il y a ses clés Ah bah privées. oui, Et en totalement, fait, il ouais, y a totalement. 7500 bitcoins dedans. Donc, Ouais, plus le bitcoin monte et plus lui, en fait, faut savoir qu'aujourd'hui, il a dédié sa vie à retrouver son disque dur. Donc, c'est dans ouais. une décharge publique. Des Et charges en fait, publiques. Ouais. il a quadrillé la décharge et il recherche constamment, là, il passe ses journées à ça parce que c'est une Ouais, chasse, pour le coup, une vraie chasse au trésor des temps modernes. S'il le ouais. retrouve, bah, c'est 7500 bitcoins Il y et ça continue en... d'augmenter, quoi. il y en a un autre qui a perdu son mot de passe. Et il lui reste plus qu'un mot de passe et son disque dur, sinon après, c'est capoute. Mais c'est un peu le même style, il a des bitcoins dans son disque dur, mais c'est plus son mot de passe, donc il peut pas y accéder. Ah, Peut-être avec bah, pour vous, l'informatique quantique. Potentiellement, si ça ça arrive, il pourrait, pourra peut-être on récupérer lui ses souhaite. bitcoins. On lui On lui souhaite. souhaite pour lui. Mais du coup, là, ça sera peut-être dans longtemps, donc Bitcoin vaudra peut-être 1 million à ce moment-là. Exact, et ça aura valu vraiment la peine de s'obstiner et d'essayer C'est de retrouver ça. c'est Tout à ça. l'heure dans l'adoption, tu as mentionné quelque chose, mais je voulais le renommer parce que c'est quand même important. Le Salvador, donc plus petit pays Oui, d'Amérique latine, exact. a adopté officiellement le Bitcoin comme monnaie légale. Et ça, mine de rien, c'est quand même, à mon avis, dans l'adoption de Bitcoin, une des étapes les plus marquantes, les plus importantes. Euh, Parce qu'on parle là vraiment d'une monnaie officielle d'un pays. Alors Je certes, c'est pense, un petit pays, mais malgré tout, ouais, c'est intéressant parce que c'est un pays en plus qui donc déjà vivait l'hyperinflation avec leur monnaie locale. Donc les pays souvent Amérique latine et ailleurs dans le monde, mais en Amérique latine, il y a plusieurs exemples où c'est des pays qui finalement rongés par l'hyperinflation sont obligés d'utiliser une autre monnaie, donc ils utilisent le dollar américain vu que c'est la monnaie fiat la plus forte. Mais du coup, quand tu n'as pas de contrôle sur ta monnaie, bah, tu perds un pouvoir important. Il ne faut pas oublier que le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir peut-être le plus important parmi ceux qui sont disponibles pour un gouvernement. Et du coup, ils perdent une certaine autorité là-dessus. Et en fait, justement, Nayib Bukele, le président du Salvador, a voulu, tant qu'à faire, bah, choisir une monnaie. Et il y a cru au point de dire, bah non, on va commencer à faire du DCA sur Bitcoin, on va commencer à acheter des Bitcoins, on va faire venir des gens en donnant des visas pour des gens qui investiraient en Bitcoin. Donc on va créer tout un climat euh, réglementaire, un climat aussi fiscal attractif pour les investisseurs et ceux qui croient au Bitcoin. Un projet de créer Bitcoin City avec le minage du Bitcoin grâce à l'énergie des volcans qui sont au Salvador. De tout à fait, aussi créer tout à une fait. bibliothèque, donc un peu le projet d'Alexandrie, de créer une des plus grandes bibliothèques du monde avec vraiment une. Alors après, encore une fois, entre la théorie et la pratique, bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et c'est un projet qui est relativement récent quand même, mais je sais qu'il y a des initiatives qui sont mises en place pour aider les jeunes à justement comprendre la monnaie, comprendre Tout à Bitcoin, fait. comment l'utiliser au Yes. quotidien, et ça c'est vraiment Hmm. incroyable, je trouve. Moi, je pense que c'est pas forcément l'événement qui a permis au monde entier de comprendre que Bitcoin allait vraiment réussir son pari. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup de maxis, pour beaucoup de personnes qui étaient sur la réflexion de Bitcoin à ce moment-là, ça a été un vrai déclencheur. C'est-à-dire que nos politiques ont vu ça comme, je me rappelle encore du ministre, je sais plus, c'était des nouvelles technologies qui avait rigolé et qui avait Ah bah parlé tout le monde du rigole au début. Salvador comme n'importe quoi. Le FMI avait aussi dit ce qu'ils vont faire c'est vraiment pas bien et donc du coup ils étaient même en train de leur taper sur les doigts à plus vouloir leur prêter d'argent et tout ça. Je trouve que c'est toujours le cas. Donc je pense pas que pour le monde entier ça a été la révélation. Je pense que là que Trump l'utilise, ça va être beaucoup plus gros et les États vont Bien sûr. devoir réagir face à ça. Mais par contre, pour tous ceux qui étaient sur Bitcoin et qui avaient pris ce pari, ça les a. Moi, ça m'a beaucoup conforté en tout cas. Ça m'a beaucoup conforté à me dire, je crois que ça y est, là, l'adoption arrive. On a un L'adoption État qui arrive. arrive et Et, ça, je pense que ça a et fait quelque chose. je sais plus où on est rendu là-dessus sur les calculs, il faudrait mettre à jour avec le 100 000 dollars, mais on parle d'un pays aussi qui va avoir complètement cleané sa dette. Et quand tu vois aujourd'hui, on parle justement que de ça, des pays qui sont Ouais, endettés à l'os avec des endetté, taux ouais. d'endettement qui dépassent l'entendement, Mm. bah, tu te dis, ce petit pays-là, finalement, a pu. En fait, je pense qu'à un moment donné, les citoyens doivent se poser des questions.
Et tu te dis, mais quelle est la politique finalement la plus intéressante? Est-ce qu'il y a une politique qui continue de nous endetter, d'endetter nos enfants, nos petits-enfants, et on est tous noyés par l'inflation? Ou est-ce que, alors après, encore une fois, hein, puis je veux pas trop qu'on rentre dans la politique là-dessus, mais c'est quand même intéressant et je trouve que ça a été un pari audacieux qui, pour l'instant, en tout cas, a l'air d'être payant. Il y a quelques entreprises aussi qui ont fait ce pari-là. On pense à MicroStrategy avec Michael Saylor. C'est des entreprises qui sont devenues un peu d'ailleurs des investissements proxy pour Bitcoin avant les ETF. Alors les ETF existaient déjà dans certains pays comme au Canada, mais on doit mentionner aussi dans l'adoption de Bitcoin l'approbation des ETF aux États-Unis, donc des ETF spot, c'est-à-dire qu'en contrepartie, quand vous achetez votre ETF, il y a vraiment des Bitcoins qui sont achetés et qui sont sécurisés pour vous. Et ça, c'est quand même intéressant et c'est arrivé du coup cette année, en début d'année, au mois de février-mars, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Février-mars, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Tout à fait. Si, Donc ouais, voilà, c'est ça. c'est vraiment, on voit que l'adoption s'accélère. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que le mandat de Trump va vraiment être game changer pour l'adoption de Bitcoin d'un point de vue Bah là, international. Parce que là, tu ils peux ont plus miser, quoi. validé. Bah, ils ont validé une réserve de Bitcoin. Ils veulent atteindre, je sais plus, de 200 000 Bitcoin, je sais plus. Non, ils en ont 200 000 et ils veulent atteindre 1 million, je sais plus exactement. Bref, peu importe. Mais c'est important, quoi. C'est là où on commence à parler de la première puissance mondiale. Sur le déclin, certes, mais quand même première puissance mondiale. On va pas déconner. Et je pense que là, les États vont commencer à peut-être se poser des questions. Et je me pose la question, t'as dit on va pas faire de politique, mais là je pense que c'est quand même de la politique monétaire, c'est quand même autre chose que juste de la politique droite-gauche, on s'en fout de ça. Mais je me demande où c'est que l'Europe va s'ils prennent pas conscience de ça assez rapidement. Quand Ça, tu vois je que pense l'Allemagne a important vendu, d'avoir en tête. parce qu'on on a parlé de quelques scandales tout à l'heure, Ouais, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et souvent, les pays, en fait, beaucoup d'autres, ouais. récupéraient les bitcoins qui étaient saisis dans ces affaires-là. Et en fait, là, l'Allemagne a vendu dernièrement des bitcoins qui avaient été récupérés d'un site de téléchargement 50 000, illégal ou je ouais, sais plus 50 000 quoi. bitcoins. Et ils ont vendu ça, donc ça a créé de la pression vendeuse, mais là encore, ça a été absorbé en quoi? 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines, et voilà, on était reparti à autre chose. Et Ouais. aujourd'hui, quand il doit voir le bitcoin à 100 000, tu te dis, Ouais, moi je parce trouve qu'ils ça ont vendu choquant, ça un pays qui est ils ont endetté. vendu ça vers 50 000 dollars, je crois. Ouais. Un peu en dessous de 50 000. Après, en tout cas, je sais pas comment l'argent a été Donc utilisé ils ont, après et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent quand même se mordre les ils doigts en ont pas racheté, hein. d'avoir vendu. Ils en ont pas Ouais. racheté. Ils Mais rachèteront c'est eux quand qui le bitcoin rachèteront sera à 200 à 000. 100, à 150 quand. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est assez On fera fou un parce épisode que pour les 200 000. on parle souvent de smart money et de dumb money. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, donc souvent ce qu'on dit que c'est la smart money, ce sont les gens qui savent investir. Mais du coup, on se dit, bah, c'est souvent des institutionnels ou des États ou des trucs comme ça. Mais en fait, on peut être dumb et être un État, hein. On peut servir d'exit liquidity pour finalement les. En fait, C'est assez impressionnant, ça. Bitcoin est peut-être un des premiers investissements où finalement le retail, alors pas tous les Oui, retails bien oui, sûr, oui. mais Ouais, certains retails ont pu, j'ai l'expression en anglais, front-runner, donc ça veut dire vraiment arriver ouais, avant les gouvernements et les ouais, institutionnels. totalement. Et pour Je suis ceux qui d'accord. avaient une bonne éducation financière, ont même pu quasiment utiliser l'arrivée des institutions pour sortir. Donc c'est intéressant parce que les jeux ont été inversés et finalement c'est la dumb money qui s'est un peu servi de la smart money pour... alors encore une fois, ça reste une poignée de personnes, bien évidemment. Le gros des retails continue On de est se bien faire d'accord, hein, avoir, et c'est c'est pour pas. ça aussi qu'on crée une chaîne, c'est pour ça qu'on en parle, on en parle, on en parle. Notre but, c'est vraiment que les gens soient formés, qui comprennent un peu les enjeux et qui ne se fassent plus avoir, comme nous, on a pu se faire avoir sur notre premier cycle. Et voilà, donc faites bien attention à ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que l'histoire a été inversée pendant quelques années grâce à Bitcoin, en tout cas. C'est vrai que c'est peut-être le temps juste de dire un petit truc, ça fait 57 minutes qu'on parle, peut-être Ouais, un petit peu moins on arrive à la fin de après le l'épisode, là. montage, mais je me dis juste, en fait, on n'a pas dit un truc, il faut bien quand même dissocier Bitcoin et crypto. Oui, j'ai pensé, Juste ouais. pour Bah, bien vas-y, avoir vas-y, ça en parle-en. tête. Juste dire que bah oui, il y a d'autres crypto-monnaies, bien sûr, mais elles n'ont pas du tout la même promesse. Il y a des cryptos très intéressantes, je pense à Ethereum ou à d'autres, mais c'est pas du tout la même promesse que Bitcoin. Et là, on parle bien de Bitcoin en particulier. Euh, je pense pas être maxi Bitcoin, mais je pense quand même avoir bien compris ce qu'est Bitcoin et ce qu'il peut apporter à travers les futures générations.
qui vont arriver. Et ce que je vois, c'est que Bitcoin est certainement la seule qui va être amenée à vraiment perdurer pendant très longtemps. Donc bien comprendre qu'il y a ces deux investissements qui sont différents et que là, quand on a parlé, on parlait vraiment de Bitcoin et pas des autres crypto-monnaies qui, elles, ont un aspect peut-être beaucoup plus spéculatif dans leur manière de... Même si Bitcoin est spéculatif, hein, je l'entends là-dessus, c'est pas du tout la même vision sur cette crypto, sur Bitcoin, que sur les autres. En fait, Je sais pas si tu veux Bitcoin ajouter quelque chose étant, par rapport à ça, mais... pour avoir un Bitcoin à 100 000 $, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est énormément capitalisé. Donc la capitalisation, c'est-à-dire l'ensemble finalement en équivalent dollar américain, si vous voulez, d'argent qui est investi. Donc on mesure par exemple une entreprise en termes de capitalisation. Bah, aujourd'hui, Bitcoin, on sait, a dépassé. Tu te rappelles, tu es à jour là-dessus Ouais, donc c'est ça. Là, je viens de regarder. Donc effectivement, le Bitcoin a surpassé la capitalisation boursière de l'argent, qui est estimée à 1,71 billion de dollars, billion avec un B. Ouais. Et puis on a des grandes entreprises également qui ont été dépassées. Donc aujourd'hui, Bitcoin se positionne, j'espère que je suis pas sûr que ça soit à jour cette information-là, mais comme le 8e plus grand actif au monde, juste derrière les géants comme Amazon, Saudi Aramco, voilà. Et l'écart avec Ethereum aussi s'est creusé. Mais en tout cas, ce que tu dis là, c'est super important. Effectivement, Bitcoin, ça a été le premier. Il répond à un usage et de par sa simplicité, en fait, il a extrêmement bien vieilli. Comme on dit toujours, c'est Bitcoin is king. C'est le Bitcoin qui va donner la danse. C'est lui qui va rester. C'est lui qui prendra le moins cher dans les marchés baissiers aussi parce que forcément, il est plus capitalisé. Donc, on voit que sa volatilité se réduit. Et je pense que plus la volatilité se réduit et plus il va finalement pouvoir revenir à sa fonction originelle, ce pourquoi il a été créé. Et la partie spéculation, bah, finalement, va aller vers le reste du marché des crypto-monnaies, puisque suite à Bitcoin, bah, il y a eu Ethereum donc qui remplissait une autre fonction, avec Un autre besoin. l'arrivée C'est une beaucoup autre plus tard des proposition de smart valeur. contracts. Donc là, c'est l'utilisation de la blockchain comme technologie pour répondre des usages, voilà, Ouais, très précis pour moi, d'un c'est système, et Internet plus seulement décentralisé. financier. Là, on parle Internet décentralisé, on parle de monnaie décentralisée. Monnaie décentralisée, c'est Bitcoin. Internet décentralisé, c'est Ethereum. Voilà, Après, il y a plein de exactement. trucs qui sont rajoutés sur les Et qui cryptos, après, bah, ça a etc. déboulé. On a plein d'autres trucs, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la proposition de monnaie, c'est Bitcoin et c'est personne d'autre. Soyons clairs là-dessus. Après, on peut parler de quelques cas à côté, genre Monero ou voilà, des trucs qui vont peut-être un peu plus garder l'anonymat, etc. Mais peu importe la proposition, la vraie proposition de valeur sur l'argent, sur le côté paiement, c'est Bitcoin. Point. Ça s'arrête là. C'est ça, Il n'y a que ça. exactement. Alors après, il y a des gens on sait qu'il y a des gens qui cherchent un peu à faire évoluer Bitcoin, notamment donc l'arrivée des smart contracts. On a essayé de les mettre sur la blockchain Bitcoin, mais en fait, c'est intéressant d'un point de vue technique, comme on peut penser par exemple parce que Bitcoin finalement c'est un réseau de paiement, mais de plus en plus, ça devient aussi un réseau plus de réserve de valeur, comme on expliquait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on compare souvent à l'or, c'est-à-dire que de l'or, c'est pratique pour asseoir finalement une certaine réserve financière pas une stabilité, mais en tout cas une réserve financière. Mais après, c'est pas forcément pratique au day-to-day pour pouvoir échanger. Donc c'est là qu'il y a d'autres monnaies qui sont arrivées à un moment donné, qu'on peut penser à XRP, XLM, etc. Mais en fait, Bitcoin aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de développer le réseau. Et il y a eu par exemple donc Lightning qui a été une des dernières inventions euh, vraiment notable, moi je trouve, sur le réseau Bitcoin. Alors il y en a eu plein d'autres, il y a eu les ordinals, il y a eu plein de choses intéressantes, Ouais. mais RGB, machin finalement truc. Lightning permettait d'échanger par un phénomène, là j'entrerai pas trop dans la complexité, mais c'est ce qu'on appelle des surcouches de réseau, finalement des surcouches qui permettaient de réduire énormément les délais, les frais de transaction pour pouvoir échanger. C'est ce qu'ils font justement au Salvador, ils utilisent ce système-là pour pouvoir échanger donc ce qu'on appelle des satoshi, pour faire un clin d'œil à son inventeur, donc, ou des SATS, SATS. Et en fait, c'est la fraction la plus petite de Bitcoin, parce que vous l'avez compris, Bitcoin aujourd'hui, un Bitcoin vaut 100 000 $, mais vous pouvez décomposer votre Bitcoin en petits éléments, et le plus petit élément, une fraction de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle un Satoshi. Donc il y a 100 millions de Satoshi dans un Bitcoin, donc c'est d'ailleurs une des choses qu'on recherche dans une monnaie, c'est cet aspect divisible, et donc effectivement, il remplit aussi ce mandat. Donc Bitcoin, en tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, même si on essaie de continuer de le faire évoluer, et en passant, il n'y a personne qui est payé pour faire évoluer le réseau Bitcoin. Moi, c'est ce que je trouve incroyable, c'est que c'est toujours des gens, parmi les développeurs Tout à fait. les plus savants, les plus intelligents de ce monde,
qui sont fascinés par cette invention et qui contribuent, qui donnent leur temps, leur savoir-faire pour faire évoluer ce réseau. Et ce réseau, il évolue en fait par un biais, pas par un biais, pardon. Et ce réseau, il continue d'évoluer, mais par un jeu finalement de vote. Et il faut que tout, ou en tout cas la majorité des participants du réseau soient d'accord pour approuver une évolution. Donc c'est pas quelque chose qui évolue très vite ou qui part dans tous les Ouais, sens. Mais encore une c'est fois, lent. ça fait partie de sa force. Ouais, totalement. Totalement. Et puis je pense que tout ce qui s'ajoute là, ça reste quelque chose d'anecdotique. C'est sympa, c'est de la tech, c'est cool, mais ça reste anecdotique par rapport à finalement ce que remplit Bitcoin à l'heure actuelle et ce à quoi il va servir dans les années futures. Aussi bien sur sa proposition de valeur en termes monétaires, comme je disais, en termes de réserve de valeur, mais aussi en termes de paiement. Les deux choses qui sont là représenteront 19% à mon avis des échanges qui se feront sur Bitcoin. Peut-être par à-coup, on aura des trucs comme les ordinals qui représenteront une partie un peu plus significative des transactions qui se font sur Bitcoin, mais ça reste pour moi très anecdotique. Je comprends que certains maxis aimeraient que tout se passe sur Bitcoin, mais j'ai quand même un peu de mal à croire ça parce que l'environnement de Bitcoin est trop complexe pour. C'est comme si on demandait à un développeur en fait de développer, mais avec les mains attachées dans le dos, quoi. C'est tellement complexe que l'être humain, il va quand même plus vers là où il y a de la simplicité. Il va pas se créer des contraintes pour se créer des contraintes. Donc voilà. Et donc du coup, c'est quoi pour toi, pour terminer sur cet épisode, et on peut pas parler d'une rétrospective sans aussi amener un peu le côté qu'est-ce qui s'en vient pour Bitcoin selon toi sur ce cycle-là? Est-ce que tu vois un jour un Bitcoin, je sais pas moi, alors peut-être pas sur ce cycle-là, mais est-ce que tu verrais un jour un Bitcoin à 1 million par exemple? Est-ce que tu penses que c'est qu'une Moi, je question de pense temps? que On arrive à des niveaux psychologiques ouais, pour où moi, ça serait... c'est pas si, mais c'est quand. Ouais, c'est pas si, mais c'est quand. Je pense que il a tout validé, en tout cas à l'heure actuelle, pour, à part Troisième Guerre mondiale, j'ai quand même beaucoup de difficultés à ne pas voir Bitcoin à 1 million dans les 20 prochaines années. Je prends Ouais. un pari qui est pas très très complexe. Là, pour le coup, c'est En vrai, le chiffre paraît fait pas gros, déconnant. mais quand tu t'imagines que Bitcoin valait au début même pas 1 dollar, là c'était 1 centime. J'avais retrouvé Ouais, les... quelques centimes, Attendez, ouais. je sais pas si je Ouais, ouais, les ai. quelques centimes. J'avais noté au niveau du prix du Bitcoin, en 2011, le Bitcoin avait atteint 1 dollar. Et ensuite 1 euro un peu plus tard, parce qu'à ce moment-là, l'euro était un peu plus fort. Donc ça avait été la première reconnaissance significative. 2013, il était passé à 100 dollars, puis 1000 dollars en novembre. Donc le 100 dollars, c'était en avril, pardon. Donc 100 dollars en avril, 1000 dollars en novembre de la même année 2013. 2017, le Bitcoin avait franchi la barre des 10 000 dollars en novembre aussi. Des 10 000, ouais. Et en 2024, eh ben, voilà, le Bitcoin a atteint 100 000. Donc c'est quand même, je me dis 100 quand 000, le ouais. Bitcoin valait 1 dollar, tu leur aurais dit qu'un jour ça atteindrait 100 000, probablement qu'ils n'y auraient pas cru. Et c'est le même, finalement, Ouais, c'est le même ordre de clairement. grandeur de 100 000 à 1 million. Je pense que c'est qu'une question de temps, clairement. Ouais. Oui, là on parle c'est multiplié C'est par même 10 moins entre que, 100 c'est 000 même et 1 moins que ça, million, donc quoi. Ouais. c'est même moins que ça. Donc moi, ça me paraît pas non plus déconnant. Après, ça demande quand même beaucoup de liquidité, ça demande que Voilà, les États forcément, ça demande de plus en prennent plus de conscience de tout ça. liquidité. Ça sera pas sur ce cycle, hein, soyez pas dingue, pensez pas que voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut en fait avoir en tête, c'est que Bitcoin, ça se garde. En fait, moi, je retiendrai peut-être on en a parlé là du Le tweet mot de la fin, de j'allais Sisi. dire, ouais. Voilà, qui disait en gros que non, je m'enrichis pas parce que Bitcoin est passé à 100 000. Moi, j'ai toujours le même nombre de Bitcoin dans mon bag. Par contre, j'ai un meilleur pouvoir d'achat parce qu'en fait, toutes les monnaies fiat, elles ont perdu de la valeur. Et que forcément, si elles perdent cette valeur, Bitcoin va prendre de la valeur. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir Bitcoin. C'est pas je vais en acheter puis je vais le revendre et je vais faire de l'argent avec. C'est plutôt je vais en acheter et ça va me créer une réserve qui me permettra d'asseoir mon patrimoine, en fait, d'une certaine manière. Je sais pas si je suis clair là-dessus, mais je sais pas si tu veux préserver le ton dire avec d'autres patrimoine de mots, mais l'inflation. ouais, C'est vraiment voilà, c'est ça, ça, de parce qu'on préserver parle mon beaucoup patrimoine de l'inflation. d'inflation. Ouais, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai une boule au ventre quand je pense à l'inflation. Bon, à Montréal, où je demeure,
le prix de la vie a tellement augmenté, on a une crise immobilière. Alors je sais pas qu'à Montréal c'est un peu partout, mais il y a des endroits c'est assez flagrant, des choses qui ont été multipliées par deux en quelques années. En fait, si tu continues, tu te dis- des fois ça fait vraiment peur en fait. Et moi j'ai trouvé en tout cas dans Bitcoin une certaine soupape en fait, quelque chose que je me dis ok, il y a cette solution qui existe et en fait, moi je finirai là-dessus, ça sera mon mot de la fin, c'est que moi je veux dire merci à Satoshi. Je me doute qu'il écoute pas la vidéo, on sait pas s'il est encore vivant de toute façon, mais je trouve que Satoshi a réussi son pari en fait en inventant Bitcoin parce que dans les deux cas il va gagner. C'est-à-dire que si les gouvernements continuent d'abuser la monnaie, comme ils l'ont toujours fait, historiquement, c'est probablement ce qui risque d'arriver, c'est le scénario le plus probable, et bien Bitcoin va continuer d'augmenter dans sa valeur. Et le seul truc qui pourrait tuer Bitcoin, selon moi, c'est si les gouvernements arrêtaient de faire de la merde. Mais même dans ce cas-là, Bitcoin aurait gagné parce Il que aurait les gagné. gens, le Ouais. peuple, auraient récupéré finalement une monnaie digne de ce nom. Donc on parle de la dureté de la monnaie. Ils auraient récupéré une monnaie qui est plus dure. Donc je trouve ça intéressant de dire que finalement, en lançant Bitcoin, eh bien qu'il vive ou qu'il meure, C'est très juste. en fait, la mission aura été accomplie. Et je trouve ça Il extraordinaire. Je trouve gagnait que des deux côtés. Ouais. Je suis d'accord. c'est un des plus beaux drop de mic de l'histoire parce que le mec arrive, lance ce truc-là, il disparaît complètement. Il l'a pas fait pour l'ego, il l'a pas fait pour le fame. C'est vraiment un don, un cadeau à l'humanité. Alors après, probablement aussi il aurait été en danger de mort. Hein. Il aurait été, Oui, il oui, aurait bien été sûr. pourchassé. On peut imaginer. Certainement. On voit bien un peu les lanceurs d'alerte qui sont obligés de vivre réfugiés dans certains pays. Je ne donnerai pas de nom, vous savez de qui je parle. Il y en a de plus en plus malheureusement. Alors clairement, Satoshi aurait été persécuté, mais, euh, mais au-delà de ça, moi je pense que c'était vraiment juste un cadeau, un don, une contribution finalement à tout ça, et je trouve ça vraiment exceptionnel et vraiment inspirant. Et ben Ouais, en parlant totalement. d'inspiration, en parlant d'inspiration, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un peu différent d'habitude. Donc la semaine prochaine, on se retrouve avec le format habituel. On repart sur les marchés. On va analyser un petit peu ce Sur qui le se passe. chart. Merci François de nous avoir offert du temps. Ça Donc marche. pour ceux qui veulent te suivre, Avec plaisir. je rappelle, je rappelle que tout est dans la Ouais, description. Donc il y a le lien balado, vers Twitter, tout est dans les. Ouais. les réseaux sociaux, Balado 3.0, etc. Laissez-nous des commentaires si vous avez des questions qu'on n'a pas répondu. Je prendrai le temps d'y répondre. Si c'est pas trop compliqué, sinon je ferai une vidéo dédiée. S'il y a il y a des bonnes questions, vous m'en posez souvent des très bonnes. Et puis sinon, on se retrouve lundi prochain. Donc bonne semaine à tous. Soyez prudents sur les marchés. Et puis à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Merci Julien.